Bienvenue à tous sur le podcast de Philippe. Ah, Aujourd'hui, on plonge dans une histoire assez spéciale, la décision de Google de renommer le golfe du Mexique en golfe de l'Amérique sur Google Maps, ah oui, suite à un décret du président Trump. d'accord. On va se pencher sur la légalité de cette action. Est-ce que Google a vraiment le droit de faire ça? Oui. Surtout pour une zone maritime partagée par plusieurs pays. On va aussi explorer les arguments de Trump, bien sûr, et puis la réaction de Google. Bien sûr. Accrochez-vous, on se lance. C'est fascinant, hein, cette situation. Oui. Il faut déjà clarifier que ce changement de nom, Oui. il est uniquement visible pour les utilisateurs américains de Google Maps. Pour le reste du monde, le golfe du Mexique garde son nom d'origine. C'est ce que Google a confirmé sur leur compte, ex-anciennement Twitter. Exactement. Ils ont aussi annoncé renommer le mont McKinley en Denali. Ah oui. Revenant sur une décision d'Obama en 2015. Bien donc. On dirait qu'ils aiment bien jouer avec les noms de lieux. Google suit une politique très précise, en fait. Oui. Il s'aligne sur les sources gouvernementales officielles pour les noms géographiques. D'accord. Donc, si le gouvernement américain, via le Geographic Names Information System, Oui. décide de changer le nom d'un lieu sur son territoire, eh bien, Google suit le mouvement. Donc, Google se positionne comme un simple exécutant, si on peut dire. Oui, on peut le voir comme ça. Mais ce qui est intriguant, c'est que le changement s'applique qu'aux États-Unis. Tout à fait. Et ça s'explique par leur volonté d'afficher le nom local officiel D'accord. lorsqu'il y a des divergences entre pays. Tu vois? Donc, pour les Américains, ce sera le golfe de l'Amérique. Mais pour les Mexicains, par exemple, ça restera le golfe du Mexique. Oui, c'est une façon de faire qui a du sens Oui, pour éviter la confusion. exactement. Mais est-ce que le président américain a vraiment le pouvoir de renommer un golfe qui borde de plusieurs pays? Ah, alors, touche au cœur du problème. Le golfe du Mexique, il n'est pas entièrement situé dans les eaux internationales. C'est vrai. Il est bordé par les États-Unis, le Mexique et Cuba. Ah oui, c'est vrai. Et la majorité du golfe se trouve dans les zones économiques exclusives de ces pays. Exactement. Les États-Unis n'ont pas une juridiction exclusive sur tout le golfe. Et le nom golfe du Mexique, il est reconnu internationalement et historiquement. Oui. Il est utilisé partout sur les cartes, dans les documents officiels, etc. Et Il n'appartient à aucun pays en particulier. donc, est-ce que Google a le droit de changer un nom géographique internationalement reconnu, même à la demande d'un gouvernement? C'est une question très complexe. Oui. Il n'y a pas de réponse simple. Il faudrait se pencher sur les conventions internationales, les accords entre les pays, etc. On dirait qu'on a du pain sur la planche. Oui, en effet. Et n'oublions pas l'argument de Trump pour justifier ce changement. Oui, Honorer la grandeur américaine oui. et souligner l'importance du golfe pour l'économie américaine. Un argument qui ne manquera pas de faire réagir. Certainement. On peut imaginer que le Mexique et Cuba ne vont pas rester silencieux face à cette décision. Je ne pense pas. Et la communauté internationale risque de suivre de près cette affaire. Absolument, on va suivre ça de près. Et c'est là qu'interviennent des organismes comme l'Organisation hydrographique internationale, Oui. qu'on appelle aussi l'OIKI, Oui, et l'ONU. tout à fait. Ils ont un rôle important dans la standardisation des noms géographiques à l'échelle mondiale. Oui, leur mission, c'est d'établir une certaine cohérence pour éviter la confusion. Tac. Donc, même si un gouvernement change un nom sur son territoire, Oui. ce changement ne sera pas forcément reconnu internationalement. Il faut que l'OEI et l'ONU valident ce changement. Exactement. Imaginez le casse-tête si chaque pays décidait de renommer les lieux à sa guise. Ah oui. On se trouverait avec une véritable cacophonie cartographique. Oui. Et puis, il y a aussi des questions de souveraineté, Oui. de respect des accords internationaux. Tiens, non, un sujet? Au-delà des aspects politiques et juridiques, Oui, il y a aussi une dimension historique et culturelle à prendre en compte. bien sûr. Le nom golfe du Mexique est ancré dans l'histoire de la région depuis des siècles. Absolument changer ce nom, ce serait un peu comme effacer Oui. une partie de l'identité de la région. On peut faire un parallèle Oui. avec la mer Méditerranée. Oui, bien sûr, imaginez si on décidait de la renommer. Ah oui? Les noms de lieux ne sont pas de simples étiquettes. Ils sont chargés de sens, d'histoire, de mémoire collective. Et dans le cas du golfe du Mexique, on peut se demander si ce changement de nom est vraiment motivé par des considérations historiques ou culturelles, ou s'il s'agit plutôt d'une tentative de s'approprier symboliquement une zone maritime stratégique. C'est une question légitime. Oui. Surtout que le golfe du Mexique est une zone très riche en ressources naturelles, Oui. notamment pétrolières et gazières. On peut imaginer que des enjeux économiques et géostratégiques
Se cache derrière cette volonté de rebaptiser le Golfe? Ça soulève une question plus large, finalement. Oui. À qui appartient le droit de nommer les lieux? Hmm. Est-ce au gouvernement, aux entreprises comme Google ou aux populations locales qui vivent sur ces territoires? C'est une question philosophique et politique passionnante. On a souvent tendance à prendre les noms de lieux pour acquis, Oui. sans se poser la question de leur origine, de leur signification, des enjeux de pouvoir qu'ils peuvent représenter. Dans le cas du golfe du Mexique, on voit bien que ce changement de nom soulève de nombreuses questions Oui. et qu'il est loin de faire l'unanimité. Oui. Non. Il sera intéressant de voir comment cette affaire va évoluer Oui. et si ce nouveau nom va finir par s'imposer ou non. On est en plein suspense géopolitique. Oui. Est-ce que ce changement de nom va créer un précédent? Est-ce qu'il va déclencher une vague de revendications similaires Oui. dans d'autres régions du monde? Bonne question. L'avenir nous le dira. On peut déjà tirer quelques leçons de cette affaire. Oui. Déjà, on voit bien que la cartographie n'est pas une science neutre et objective. Absolument. Les cartes sont des objets politiques. Et les noms qu'on donne aux lieux reflètent des rapports de force, des enjeux de pouvoir. Exactement. La carte, ce n'est pas le territoire, Oui. comme disait Alfred Korzybski. C'est une représentation du territoire, une construction sociale Oui. qui est influencée par des facteurs historiques, culturels, politiques et économiques. Bien sûr. Et le choix des noms de lieux est un élément crucial de cette construction. Cette affaire nous rappelle aussi l'importance de la mémoire collective Oui. et la façon dont les noms de lieux contribuent à façonner notre identité, notre rapport au monde qui nous entoure. Tout à fait. Changer le nom d'un lieu, ce n'est pas un acte anodin. Non. Ça peut avoir des conséquences profondes sur la perception qu'on a d'un territoire, sur le sentiment d'appartenance des populations qui y vivent. Absolument. On l'a vu avec des exemples comme la Birmanie renommée Myanmar Oui. ou la ville de Bombay, devenue Bomay. Ces changements de nom ont souvent été accompagnés de controverses, Oui. de tensions identitaires, de revendications politiques. Oui. Et ça montre bien que la question des noms de lieux est loin d'être un simple détail technique. Non? C'est un enjeu symbolique majeur qui touche au cœur de la relation qu'on entretient avec notre environnement, notre histoire, notre culture. Merci beaucoup pour toutes ces analyses. C'était vraiment passionnant de plonger au cœur de cette affaire avec vous. Avec plaisir, c'est un échange très stimulant. Chers auditeurs, c'est la fin de notre épisode sur le golfe de l'Amérique. Ah. Ou plutôt, devrais-je dire, le golfe du Mexique. J'espère que cette plongée dans la géopolitique des noms de lieux vous a plu. N'hésitez pas à partager vos réactions et vos réflexions dans les commentaires. On est curieux de savoir ce que vous en pensez. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube du podcast de Philippe et de liker cette vidéo si elle vous a intéressé. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode tout aussi captivant. À bientôt.